Alors, bonsoir, tout le monde, j'espère. Il y a de la place ici en avant, monsieur. Messieurs, dames. Alors, ce soir, vous êtes ici pour la consultation publique et c'est Conseiller Forêt qui va vous guider dans cette consultation-là du district numéro 6. Donc, sans tarder, monsieur Forêt, allez-y. Bonsoir tout le monde. Je tiens à vous présenter ceux qui vont participer. Moi, je vais être relativement limité dans mes interventions. Et je vous présente Patricia Lefebvre, qui est la conseillère municipale qui s'occupe d'urbanisme et qui a non seulement une certaine expertise, mais une expertise certaine dans le domaine dont on va parler. On est tous les deux membres du comité consultatif d'urbanisme. Ensuite de ça, il y a Mathieu Prévost, qui est le directeur du service d'urbanisme, et Marie-Ève Vincent, qui travaille aussi au service d'urbanisme. Je tiens à vous signaler que la séance d'information, de consultation, va être télévisée et va être mise par le web et va être mise sur le site de la ville, et ce, pour la meilleure compréhension de tout le monde. Donc, je vous invite, lorsqu'on prendra la période des questions, d'utiliser le micro. Donc, la séance de consultation publique va se dérouler en 5 ou 6 points. Passer à la deuxième diapositive, s'il vous plaît. On va vous expliquer, puis c'est du chinois organisé, ce qu'est un PC-c'est-moi. C'est quoi? Les règles d'usage, le cheminement de projet. Ensuite de ça, on va vous présenter le projet en soi. Il y a eu plusieurs rumeurs, il y a eu des informations de tout ordre qui ont circulé. Les rumeurs, je connaissais un peu, j'en ai eu durant un certain temps, pour ceux qui me connaissent. Mais c'est important de vous expliquer exactement en quoi consiste le projet. Et vous expliquer le contexte sottenois supportant la décision qui s'est prise. Ensuite de ça, dans un autre élément, et ça va être le service d'urbanisme qui va nous le donner, la suite des choses, c'est-à-dire le cheminement que va suivre ce projet-là, tout en respectant l'ensemble des règles tant légales que d'éthique qui s'y rapportent. On va essayer de couvrir cette partie-là au maximum 20 minutes pour vous permettre d'une période d'échange, de questions et de suggestions. Je tiens à vous signaler qu'on commence immédiatement et que la séance de consultation devrait se terminer à 7h30 parce qu'il y a à 7h30 un conseil municipal qui se tient à 7h30. Sans plus tarder, je passe la parole à Patricia qui va vous expliquer c'est quoi un CPP-moi et le projet en soi. Oui. Donc, un PPC-moi, là, c'est un acronyme pour projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. Et c'est un règlement discrétionnaire, c'est-à-dire que habituellement, ça fonctionne, le règlement de zonage, c'est un règlement normatif qui dit on fait les choses avec telle hauteur, tant de mètres, telle marge, là, ça c'est des normes. Le PPC-moi, ça c'est un règlement discrétionnaire, c'est un règlement qui fonctionne par objectif. Donc, comme les normes, ça s'applique pareil à tout le monde, des fois ça peut arriver qu'il y ait des projets qui ne respectent pas les normes, mais qui pourraient être intéressants quand même, considérant certains objectifs de la municipalité. Et c'est pour ça qu'il y a des règlements discrétionnaires, comme par exemple le PPC-moi ou le règlement sur les usages conditionnels, les PIA, c'est des règlements par objectif plutôt que normatif. Donc c'est ça un PPC-moi. On peut passer à la suivante. À un processus d'approbation référendaire, puisque le zonage, c'est pour que tout le monde vive ensemble de façon harmonieuse. Si on change certaines règles, ça peut déplaire à certaines personnes. C'est pour ça qu'il y a un processus d'approbation référendaire qui est prévu pour que les gens qui sont concernés
par le sujet puisse se prononcer et éventuellement dire si son d'accord est d'accord. On est actuellement à l'étape de la consultation publique. On a adopté donc un projet de règlement parce qu'il faut adopter un projet de règlement pour pouvoir faire la consultation publique, sinon on ne pourrait pas rien vous présenter. Suite à la consultation publique, nous, on va recevoir évidemment tous vos commentaires et puis on va se donner le temps d'y réfléchir. Donc, on ne va pas adopter immédiatement, juste après la consultation publique, le deuxième projet de règlement. On va attendre à la prochaine Assemblée du Conseil pour voir s'il y a des modifications à apporter ou pas. Vous voyez ici le cheminement du processus général. À la fin de la présentation, Marie-Ève ou Mathieu vont vous l'expliquer d'une façon un petit peu plus détaillée. Mais ce qui est important pour vous de comprendre, c'est qu'il y a une interaction entre le conseil municipal, le comité consultatif d'urbanisme qui émet des recommandations et les citoyens qui peuvent se prononcer, poser des questions, soumettre des modifications possibles et éventuellement empêcher la réalisation de ce projet par le biais du processus d'approbation référendaire. Donc, le projet qu'on a reçu, vous savez tous où ça se trouve, sinon vous ne seriez peut-être pas là. C'est sur la rue des Bouleaux, qui est donc au pied du domaine Gagné et vraiment pas mal dans le milieu du village. Et ça concerne 4 lots qui sont situés donc sur la rue des Bouleaux. Pour le moment, sur la rue des Bouleaux, il y a une maison de construite et les autres lots sont des lots vacants. Le projet tel qu'il nous a été présenté, donc le promoteur nous a apporté un projet qui est donc passé au comité consultatif d'urbanisme. Donc c'est 4 bâtiments de 4 logements, c'est donc des quadruplex, 4 bâtiments avec 4 logements dans chaque bâtiment. C'est situé dans la zone H20, donc dans le secteur du noyau villageois. Et plus spécifiquement, vraiment au pied du domaine Gagné, donc dans un secteur où normalement le zonage ne permet que des maisons dites unifamiliales détachées, donc une maison, une famille, un terrain. Donc la demande qui nous a été faite quand ça a été présenté au CCU, c'était d'une part d'augmenter la hauteur du bâtiment de 1 mètre pour permettre justement là d'avoir un petit peu plus de monde qui habite dans ces maisons-là. De permettre que les allées de circulation soient de 3,5 mètres plutôt que de 6 mètres et de permettre des habitations multifamiliales plutôt que des habitations unifamiliales. Et donc, c'est, si je ne me trompe pas, le dernier point uniquement qui est susceptible d'approbation référendaire. Je pense que la hauteur et la largeur des allées de circulation, ça, c'est pas soumis à un processus d'approbation parce que c'est quelque chose plutôt mineur. Un quadruplex plutôt qu'une unifamiliale détachée, c'est ça qui est soumis au processus d'approbation référendaire. Donc, le projet tel qu'il nous a été présenté, on est actuellement, depuis cet automne, vous êtes au courant qu'il y a un règlement de contrôle intérimaire qui est porté par la MRC pour étudier vraiment comment est-ce que fonctionne la rivière, c'est quoi réellement les zones inondables, de façon à assurer ensuite à la rivière, lui donner tout l'espace dont elle a besoin quand elle a besoin de sortir de son lit. Dans le règlement de contrôle intérimaire de la MRC, définit comme 2 zones par rapport à la rivière, 2 zones inondables différentes. La première, c'est ce que vous voyez en rouge, c'est la zone d'inondation 0-20 ans, donc c'est là où ça va, où les probabilités qu'il y ait des inondations sont vraiment plus fréquentes. La zone en jaune, c'est la zone 20-100 ans, donc c'est une zone où il y a aussi des possibilités que la rivière déborde, mais les probabilités sont moins élevées. Mais on sait qu'avec les changements climatiques, le passé n'est pas garant du futur, donc la MRC, quand elle a adopté le règlement de contrôle intérimaire, elle a adopté ce qu'elle appelait la méthode du pinceau large, elle a essayé de regarder de façon très conservatrice. Et là, vous pouvez constater que pour l'essentiel, il y a 3 des 4 bâtiments sur 4 qui ne touchaient pas en aucune manière la zone visée par le règlement de contrôle intérimaire. Et il y avait un des bâtiments qui touchait, mais qui touchait juste la zone 20-100 ans. Et dans la zone 20-100 ans, telles que les règles qui ont été établies par la MRC, c'était que
on pourrait quand même construire, mais il fallait immuniser le bâtiment, donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas de l'eau qui rentre dans le bâtiment si jamais il y avait une inondation. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu... Non, c'est ça? Donc, je ne sais pas si vous êtes tous capables de lire ce qu'il y a sur l'écran, ou est-ce que vous aimez mieux que je vous lise qu'est-ce qui est marqué? Oui? OK. OK. Donc, dans la zone d'inondation 0-20 ans, c'est-à-dire là où les probabilités d'inondation sont les plus importantes, on n'a pas le droit de rien construire, tant que ce n'est pas mieux précisé ou défini qu'est-ce qui va se passer là. Dans la zone en jaune, qui a été définie donc, temporairement comme la zone 20-100 ans, ça prend des mesures d'immunisation si on veut faire une construction. Donc, ça veut dire que le seuil de toute ouverture doit être situé à au moins 50 cm au-dessus du niveau du sol aménagé. Le plancher du rez-de-chaussée doit être situé à au moins 50 cm du niveau du sol. Tous les drains d'évacuation doivent être munis d'un clapet de retenue et le remblai se limite à la protection immédiate autour de la construction. Ce que ça veut dire, ça, c'est que s'il y a besoin de remblayer autour de la construction, ça va donner des remblais très abrupts. Parce que le but, c'est de laisser à la rivière le plus de place possible. Et donc, on veut remblayer le moins possible. Donc, le projet que vous voyez à l'écran, ce n'est pas le projet tel qu'il a été reçu la première fois. Ça a fait 3 allers-retours avec le CCU. Et le CCU avait des préoccupations beaucoup par rapport à l'apparence du projet et avec l'idée qu'on voulait que ça s'intègre quand même avec ce qu'il y avait autour et que ça n'a pas l'air comme un espèce de bloc dégueu déposé n'importe comment, là, mais qu'il y ait vraiment comme un souci architectural et un souci d'intégration avec le reste du voisinage. Donc c'est quand même modulé, chaque bloc ne serait pas exactement identique à l'autre. Donc il y a 4 modèles différents avec une même inspiration générale. C'est des toitures à 2 pignons. Les bâtiments ils seraient surélevés d'au moins 50 cm pour respecter le règlement de contrôle intérimaire. Et c'était un revêtement de fibrociment pour les faces et une toiture en bardeau d'asphalte. Qu'est-ce qu'il faut savoir qui est assez important, c'est que actuellement, le secteur considéré est desservi par les égouts. Enfin, la majeure partie de la rue et merci de pointer André, est déjà desservie par l'égout. Par contre, l'aqueduc, il y a comme du raccordement à faire. Et la maison qui est actuellement construite n'est donc pas raccordée au système d'aqueduc pour le moment. Donc, quand le CCU a reçu la demande du promoteur, le CCU était favorable à réduire la dimension des allées de circulation parce que ça réduisait l'empreinte au sol par rapport à l'automobile puis les surfaces imperméabilisées. Donc, on trouvait que c'était une... Donc, les allées de circulation à 3,5 m, le CCU était vraiment favorable. La hauteur des bâtiments, de rajouter 1 mètre, le CCU a émis une recommandation défavorable parce qu'on trouvait que ça devait respecter la même hauteur que les autres maisons dans les alentours. Le multifamilial, le CCU était favorable pour des raisons qu'on va expliquer plus en détail un peu plus loin. Là, mais grosso modo, il y avait le fait que c'était dans le périmètre nos recommandations étaient que, évidemment, il faut que ça soit desservi complètement par l'aqueduc et l'égout pour être autorisé, conserver les arbres qui sont déjà là, ne faire aucun travaux en bande riveraine et vraiment protéger aussi les bandes riveraines et respecter évidemment le règlement de contrôle intérimaire. Donc, le conseil municipal a reçu les recommandations du CCU. Et en fait, il a accepté les recommandations du CCU. Donc, les conditions auxquelles le projet serait acceptable aux yeux du conseil municipal pour le moment, là, avant d'avoir reçu vos commentaires, c'était d'une part donc, de permettre 4 habitations multifamiliales de 4 logements, de permettre de réduire donc, les allées de circulation à 3,5 m plutôt que 6 mètres, mais par contre, la hauteur des bâtiments doit être conservée à 9 mètres et non pas à 10 mètres comme c'était demandé. Puis, au niveau de l'architecture, il y avait vraiment un travail au niveau des linteaux, du nombre de pignons de toiture, d'avoir une galerie distincte pour chacun des bâtiments projetés, d'avoir des plantations autour des fondations.
Au niveau de l'eau, de gérer évidemment les eaux de ruissellement de façon optimale, de protéger la bande riveraine, de bonifier éventuellement la bande riveraine avec des espèces indigènes, que toutes les eaux pluviales et les eaux de ruissellement soient prises en charge sur le site. Les aires de stationnement ne peuvent pas non plus empléter dans la zone d'inondation. Et puis, il y avait toutes les mesures là, de sécuriser le seuil des ouvertures au-dessus de 50 cm du sol, le plancher au-dessus de 50 cm du sol, les drains d'évacuation avec le clapet de retenue, un remblai limité. Et un point particulier, c'est qu'il y a un des lots, celui qui empiétait dans la zone de 20-100 ans, où là, finalement, la recommandation était de n'émettre aucun permis de construction tant que l'étude de la MRC n'était pas complétée, parce que ça se pouvait que ça change un peu. Donc, comme les autres étaient complètement en dehors, on disait qu'il n'y avait pas vraiment de risque, mais celles qui touchaient dedans, là, on aimait mieux attendre que l'étude soit complétée avant d'émettre aucun permis à ce sujet. Donc, les raisons, les motifs qui ont poussé et le CCU et le Conseil à accepter, en tout cas à émettre des recommandations favorables pour ce projet-là. D'une part, il y a une question de diversité d'habitation. À Sutton, c'est beaucoup de l'unifamilial détaché. On sait que c'est le modèle d'habitation en général le plus cher. Et c'est trop élevé pour un certain nombre de citoyens. C'est difficile de retenir des jeunes dans la municipalité pour cette raison-là. Et à retenir les gens à Sutton à cause de l'éloignement des grands centres, c'est un constat qu'on fait aussi. Les grands enjeux avec lesquels on vit, vous ne les ignorez pas, là. Il y a un problème aussi de vieillissement de la population. Donc, il y a beaucoup de personnes aînées qui habitent en dehors du village, dans des grandes maisons avec des grands terrains. Mais à un moment donné, ça devient pour elles trop lourd à gérer ces maisons-là. Et donc, il y a quand même de plus en plus de monde qui recherche à se rapprocher du village et à habiter dans un appartement plutôt que d'habiter dans une maison unifamiliale détachée. Donc ça, c'était une considération importante. La rétention aussi de la population, puis des jeunes, je ne sais pas parmi vous, mais je pense que tout le monde, à un moment donné dans sa vie, a habité dans un appartement avant d'être dans une unifamiliale détachée. Ou en tout cas, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui n'ont jamais habité dans un appartement, là, mais c'est quelque chose quand même qui est... C'est important pour une municipalité d'avoir une diversité d'habitation à offrir à sa population pour pouvoir répondre à différents moyens. Donc ça, c'était quelque chose d'important. L'école de Sutton, ça a quand même diminué la fréquentation de l'école de 20% au cours des 15 dernières années. C'est important de rester un village vivant avec des jeunes et pour ça, ça prend d'avoir une diversité d'habitations à offrir. Donc c'était une des considérations aussi et donc l'accessibilité au logement. Et il y avait aussi un point important, c'est que si on veut rester une municipalité verte avec des espaces protégés et une campagne qui est de la campagne, mais qu'il y a quand même beaucoup de monde qui veulent être à Sutton, à un moment donné, il faut comme consolider le noyau villageois. Donc, comme c'était un projet au milieu du noyau villageois, on trouvait que ça faisait quand même du sens à cet endroit-là. Donc, sur ce, je vais peut-être passer la parole à Mathieu pour juste expliquer les détails de cheminement du projet. Oui, bonjour, bonsoir. Dans ce cas-là, c'est ça, là, on est tous ici réunis ce soir. C'est ça, c'est pour la tenue de la consultation publique, qui est une étape obligée, prévue par la loi, encadrée par le processus démocratique. Donc, ce soir, en théorie, il y aurait l'adoption du deuxième projet de la résolution par le conseil municipal. Ça se ferait possiblement ce soir tantôt à la séance. Non, ça a été reporté, effectivement. Donc, mais ça, suite à ça, il va y avoir un avis public pour réception de la demande pour la tenue d'un registre. Donc, ça, qu'est-ce qu'on va demander? C'est au plus tard 8 jours après l'adoption du deuxième projet de résolution qui va être à une séance de conseil public ultérieure. La Ville, elle va annoncer comme quoi qu'on peut déposer le 12 signatures pour pouvoir tenir un registre. 12 signatures, ça va avec un calcul qui a été fait pour avoir un seuil minimum. Et puis la suite des choses, dans le fond, ça sera dans les prochains mois.
Il y aura l'adoption de la résolution finale par le conseil municipal. Il y aura l'avis annonçant la tenue d'un registre. Tout ça, ça doit se faire à peu près dans les 45 jours. Puis à chaque fois qu'il y a des délais, c'est pour laisser à la population l'opportunité de s'exprimer sur le sujet, ne serait-ce que par la tenue d'un registre, qui est l'étape suivante. Et puis après ça, ben, il y aura, si jamais il y a assez de noms qui ont signé le registre suite à la demande d'ouverture du registre, le conseil municipal aura un choix, c'est-à-dire aller en référendum, où les gens qui, je vais vous montrer la carte du secteur où les personnes intéressées, où les gens pourront voter, se prononcer oui ou non, ou le conseil municipal pourra également décider de ne pas aller en référendum. Et si le conseil décide de ne pas aller en référendum, mais c'est un petit peu la fin du projet. Dans le fond, le projet sera considéré comme refusé. Je vais vous montrer la carte. Ça, c'est ce qu'on appelle les zones contiguës. Donc, tout ce qui est en vert, c'est les zones qui touchent, on avait mentionné tantôt, le secteur est en H20 exactement. Et puis là, nous, la loi nous dit que dans les zones contiguës, donc qui touchent les limites à H20, les gens c'est comme le bassin de population qui est habile à voter si jamais il y a un référendum. C'est pour ça que Patricia, tout en Mme Lefebvre, la conseillère, elle parlait tantôt d'un règlement susceptible d'approbation référendaire. Donc, les gens qui auront à donner leur approbation sont ceux qui habitent dans la zone définie en verte. C'est les zones AS18, AS19, H21, AS26, C04, C05. Et donc là, je vais repasser le micro à M. Forêt qui va comme animer la période de questions. Passer le micro à celui qui veut parler et vous vous identifiez. Et vous posez la question. Ça va comme ça? Ça va comme ça, oui? Alors, Monsieur le maire, messieurs et mesdames conseillers, conseillères, c'est avec beaucoup de respect pour vous-même et vos fonctions que je me présente devant vous ce soir. Je sais que ce n'est pas facile de gérer ce que vous gérez, mais ce que vous proposez a un impact chez nous. Donc, je me donne le droit de venir vous rencontrer et vous faire part de ce que je constate. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que la population de Sutton est particulièrement sensible à tout ce qui concerne les changements au règlement de zonage, toutes les questions concernant le plan d'urbanisme de la ville de Sutton. Je vous rappelle 3 dossiers. Les locations court terme dans la zone résidentielle en haut de la montagne, il y a quelques années. Ensuite, toute la saga qu'il y a eu autour des règlements de zonage qui sont encore devant les cours de justice, mais qui ont entraîné la chute d'un conseil de ville pour vous faire élire. Troisièmement, vous nous arrivez avec un projet de changement de règlement de zonage qui nous concerne directement. Et ça nous inquiète. Ça nous inquiète pour différentes raisons. Vous avez parlé de la zone inondable. La MRC est en train de tout revoir les zones inondables. Justement, les questions de changement climatique ont des impacts sur les cours d'eau. Et de mémoire, moi je suis là depuis 5 ans comme résident permanent dans ce quartier-là, mais j'avais d'autres propriétés avant. Et de mémoire, on se souvient tous que ce coin-là, il a été inondé dans un passé très récent. Des propriétés ont été inondées, les terrains ont été inondés, tout près des ponceaux qui traversent les rivières ou les branches des rivières Sutton. Donc, toute l'étude de la MRC autour des zones inondables peut avoir un impact sur le projet qui est sur la table. J'ai moi-même parlé avec les gens qui ont passé sur le long de la rivière. Je me demandais qu'est-ce que ces gens-là faisaient avec des bottes de pêcheurs dans la rivière à s'amuser là. Je comprenais qu'ils vérifiaient des choses. Ils m'ont expliqué quel était le projet. Et justement, ils sont en train de voir ça parce qu'ils se rendent compte que la zone inondable peut être très variable et peut revenir de plus en plus souvent. Si je me présente devant vous, c'est d'abord parce que ce projet-là est pas en consultation, mais il est en marche depuis déjà plusieurs mois.
Je comprends qu'il y a des règles obligatoires avec des dates que vous nous avez présentées, mais ça fait depuis beaucoup plus longtemps que ce projet-là, vous en discutez avec un promoteur et avec tout le respect que je dois au promoteur et avec aussi tout le côté intéressant ou les arguments intéressants que vous pouvez apporter derrière ce projet-là, les impacts nous préoccupent. Vous savez, à ma grande surprise, on a appris en juin, début juin, que ce projet-là arrivait et les gens dans le quartier et les quartiers voisins, que ce soit Cœur du Village ou Domaine Gagné, n'étaient pas au courant de ce projet-là et on a tous été très surpris. Et on sait que ces projets-là peuvent avoir des impacts sur la valeur des propriétés qui sont autour. Tout le monde se questionne, les terrains vacants qu'il y a autour de chez nous, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Est-ce qu'on va redemander un PPM machin pour que ça change, pour que je me retrouve avec un bloc dans l'environnement autour de chez nous? Et ça, on dit, oh, un instant, c'est quoi ça? Là, on parle de 3 terrains qui seraient divisés en 4, mais jusqu'où ça va aller si on rouvre cette porte à un changement au plan d'urbanisme? Ça, c'est notre grande préoccupation. Ensuite, je ne suis pas le seul à avoir eu cette réflexion-là. J'ai ici une pétition qui a été signée par 225 personnes des 2 domaines concernés, Domaine Gagné et Cœur du Village, que je voudrais vous déposer, où les gens s'opposent à ce changement de réglementation qui touche le plan d'urbanisme. Donc, qu'est-ce qui arrive donc de ces terrains vacants qui sont autour de chez nous? Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Un promoteur arrive avec une bonne idée, sans doute. Il a un intérêt de construire, de vendre, faire son profit, d'amener peut-être des familles, multilogements. Oui, il y a un intérêt autour de ça. Mais quand nous, on a acheté des propriétés dans ce domaine-là ou dans le cœur du village, on les a achetées dans une zone qui était réglementée unifamiliale, avec de très grands terrains, qui amènent une quiétude dans le quartier et qui est un enjeu pour nous maintenant. On ne présume pas de qui viendrait dans ces maisons-là. On dit que maintenant, on est bien. Maintenant, on a fait ce choix-là. On a quitté la grande ville pour s'en venir à Sutton il y a déjà plusieurs années. On a vendu des propriétés pour se rendre ici. Et là, on est là et on est heureux d'être là. Et ça, c'est une inquiétude pour nous. Oui, maintenant, vous parliez tantôt des marges de recul, des marges de construction, etc. Si ça devient zone inondable, ça veut dire qu'un projet comme ça est caduque. Donc, tant et aussi longtemps que la MRC ne se prononce pas sur ce secteur-là particulièrement et d'autres secteurs sur les zones inondables, je vois mal la ville de Sutton aller de l'avant avec un projet de construction. Parce que s'il arrive un jour une inondation, qui va être responsable? Qui va payer les dommages? Qui va payer la sécurité civile? Et d'ailleurs, une des questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce que la sécurité civile en pense de construire en zone inondable? Qu'est-ce que la sécurité incendie des différentes municipalités du Québec pensent de ces constructions en zone inondable? Poser la question, c'est d'y répondre, ils sont contre. Parce que les impacts sont trop grands quand les dommages arrivent. Alors, je vous dépose la pétition et je vous affirme que je suis contre ce projet à ce moment-ci. Régent Harvey, du 12 quartier. Claude Perrault, du 8 rue Cartier. Je ne répéterai pas tout ce qu'il vient de dire, sauf qu'on parle des zones inondables. Et il n'y a pas si longtemps, il y a 6 ans, l'eau a monté et ça a embarqué sur la rue, justement la rue des Bouleaux. Et la municipalité est obligée de remplir avec de la terre, de la gravelle, je ne sais pas trop quoi. OK? Ça, c'est un point. L'autre point que je veux apporter, c'est que si vous acceptez de faire bâtir ces bâtisses-là, nos résidences vont diminuer en prix de 15 à 20 %. Et je vous dis que c'est vrai, ça, parce que j'ai subi ça, moi, à Laval. Ils ont des maisons
des blocs qui ont bâti pas loin de chez nous, à peu près à 1000 pieds, et ma maison a diminué de 15 dans le temps. Fait que là, si vous passez ça, moi, je vais demander une révision de mon compte de taxes pour tout ça. Bonsoir, mon nom est Ken Hill. Je suis résident de la rue Saint-Patrick. C'est évidemment, je suis affecté. Mais je suis affecté sur... je suis résident là, depuis 1977, la troisième maison conçue dans le développement gagné. Le concept du temps, c'était avoir un emplacement d'unifamilial. Et puis, pour longtemps, la rue des Bouleaux était installée avec une proposition de jumelé. Il y a quelques temps, ils ont enlevé le jumelé et ont tourné à unifamilial. Moi, je regarde plutôt la densité. Avoir 4 blocs de 4 logements, c'est une rue qui est si petite, avec une entrée qui sort sur la rue Gagné, déjà qu'il y a plus de 80 maisons dans le développement Gagné. On a une problématique au coin de la rue Saint-Patrick et la rue Gagné, quand la plupart des gens ne font pas leurs arrêts. Ça va rajouter un autre 16 à 30 voitures, parce que pas tout le monde va avoir des voitures, mais s'il y a 16 logements, il y a une grosse possibilité qu'il va y avoir 16 voitures, puis possiblement 32. Incluant les visiteurs. Je suppose qu'on va. Puis si on regarde les marges de recul en l'arrêt de la maison au point de vue des rives d'eau, parce qu'on regarde ça, qu'est-ce qui va rester sur le terrain au point de vue d'espace vert en plus de stationnement? Ça, sur ce côté-là, ça me préoccupe pas mal au point de vue de regarder au point de vue d'urbanisme. Le concept, je comprends bien que dans la municipalité qu'on veut densifier, c'est important, on a besoin de diversifier, mais je ne pense pas que c'est l'endroit pour le faire. Merci. Bonjour, mon nom c'est Daniel Britton. Je demeure au 16 rue Gagné, puis je me considère comme pas mal, disons que je suis affecté par cette décision qui a été, disons qu'on a vu des pancartes 2 semaines après qu'on ait aménagé. On venait juste d'acheter la maison. Alors, premièrement, je voudrais saluer tout le monde ici. Vous êtes tous mes voisins, on ne se connaît pas encore, mais vous allez me voir la face. Alors, moi, j'aurais une question pour le conseil. J'aimerais savoir c'est quoi le but exactement de faire ça. Est-ce que c'est de densifier le noyau de Sutton? Parce que nous, si on avait su, on serait installé à Bromont ou un endroit comme ça, parce que c'est ce qu'on fait à Bromont. C'est ce qu'on fait. On bâtit des condos partout à côté des maisons, puis on dézone, puis on dézone. Est-ce que c'est ça qu'on veut à Sutton? Parce que moi, sinon, je ne serais pas venu m'installer ici. OK, je ne suis pas... vous pouvez regarder ma face, je n'ai pas 80 ans non plus. On disait que c'était juste des vieux à Sutton, mais on est des jeunes. Hein? J'ai rien contre ceux de 80 ans. Bon. Alors, c'est ça ma question. Est-ce que le but, c'est de densifier le noyau de Sutton? C'est ça? Donc, je pense que les motifs qui nous ont poussés à recommander le projet, on les a expliqués dans la présentation. Effectivement, il y a une idée de consolider le noyau du village. Et on l'a expliqué un peu pourquoi. Il y a l'idée de consolider le noyau du village. Il y a l'idée d'avoir une diversité d'habitations pour répondre à une diversité de besoins, parce qu'on a vraiment un très gros problème à Sutton au niveau de l'accès à l'habitation. Je vais vous donner juste un seul exemple, parce que c'est un exemple qui m'a vraiment, moi, fait mal. Puis c'était l'enseignante de mon fils, qui est enseignante à l'école du village et qui n'était pas capable de se trouver un logement convenable avec un salaire d'enseignante. Fait que c'était vraiment avec ce genre de préoccupation-là qu'on a... voilà. Donc, si je comprends bien, on va favoriser le dézonage, le dézonage unifamilial pour le multifamilial. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer le dézonage pour faire venir des McDo, on va continuer le dézonage pour faire venir des Canadian Tire, des Tim Hortons. C'est ça qu'on veut? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, si le noyau est densifié, il va falloir faire la même chose pour les services. Si je comprends bien, là, parce que logiquement, c'est ce qui va arriver. Moi, je ne suis pas urbaniste, là, mais... Ben oui.
OK. Bien, vous allez nous entendre. Merci. Bonjour, mon nom est Luc Saint-Onge, je suis du 49 rue du Cœur du village, alors le petit voisin d'à côté. Dans un premier temps, je voudrais dire qu'on supporte ce que les gens du domaine de Gagné vivent présentement. On est d'accord avec leur opinion, à savoir que c'est un secteur de maisons unifamiliales et qu'on aimerait bien le conserver comme tel. On comprend très bien la situation de la ville, de vouloir avoir des logements plus abordables, mais je pense qu'il y a pas mal plus de secteurs que des secteurs de maisons unifamiliales pour bâtir de tels logements. Et dans un deuxième temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces logements-là? On me dit oui ici en avant, on me dit non en arrière. Je sais que par information, le bloc sur la rue Western de Maison Grise, qui a été bâti par Paul Thibault à l'époque, depuis 5 ans, n'a jamais été rempli. Donc, il y a des logements à louer. Moi, j'ai vu dernièrement, j'arrive de Floride, et j'ai vu 2 constructions neuves sur la principale nord, 4 logements, ou même 6 logements, qui sont encore à louer. Bon, ils ne sont peut-être pas à prix raisonnable, mais ils sont encore à louer. Ça, c'est sans parler des dizaines et des dizaines de terrains un peu partout alentour qui se porteraient beaucoup mieux à la construction de maisons multifamiliales. Mais je dois vous avouer que c'est dans mon fort intérieur que je ne suis pas intéressé à voir ça du tout dans mon secteur, qui est du cœur du village. Il y a quand même tout près d'une dizaine de terrains vacants dans le cœur du village. Et puis, le jour où ce projet-là sera accepté par la ville et qu'on bâtira dans un premier temps des quadruplex, à ce moment-là, on pourra bâtir 10, 15, 20 quadruplex dans notre secteur. Les terrains sont assez grands pour ça. On a juste à les dézoner, puis ça va se faire très bien. Non, on n'est pas d'accord avec ce principe-là. Sûrement pas. Je veux juste m'assurer que je n'ai pas oublié des sujets. Bon, c'est à peu près ça. Bonsoir, mon nom est Daniel Thomas du 10 rue Laval. Un peu la même chose que tous mes concitoyens. On a de la misère à comprendre pourquoi ils servent des quartiers unifamiliales pour venir faire des demandes de projets de la sorte, lorsqu'il y a des parties de la ville qui sont déjà appropriées pour ces choses-là. C'est la raison qu'on est ici. On ne comprend tout simplement pas pourquoi que la ville veut accepter un projet de même dans un endroit qui n'est pas le bon endroit. On n'a rien à ce que ça soit fait dans d'autres endroits. Puis pour votre information, si vous avez quelqu'un qui manque de logement, viendrez nous adresser la parole et on vous trouvera des logements à prix très raisonnable. C'est bien? Daniel Thomas. OK? Parce que je ne crois pas qu'un enseignant ne peut pas se trouver un appartement à Sutton avec les nouvelles bâtisses qu'il y a eu dans les dernières années. Il y a quelque chose. En Gueule-sur-Roche, qu'on dit? Bon, bien, c'est ça. Et on croit aussi que la ville devrait plutôt voir à supporter des entreprises que des bâtisses. Si vous voulez avoir des bâtisses pour rencontrer du monde, il se doit avoir des emplois. Moi, j'ai grandi à Sutton. Il y a plusieurs années, il y avait une tonne d'emplois. Maintenant, c'est des micro-emplois qu'il y a. Je ne pense pas que ça va créer un renouveau dans la ville là, en apportant des bonnes choses sur la ville. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour les voisins. Nous aussi, on vient d'emménager, ça fait... mon nom est Maude Jaffé. On vient d'emménager depuis 3 semaines. On est une petite famille, on est des jeunes et on a le goût de rester. Vous avez parlé du fait que l'accès à la nature pouvait se faire à l'extérieur du cœur de Sutton. Nous, on trouve ça agréable de pouvoir aller se promener en sortant de chez nous, puis d'avoir accès à la nature. On habite à 2 rues Cartier, donc ça se passe juste derrière chez nous. Puis, on a choisi cet endroit parce que, justement,
c'est dégagé, puis c'est beau. Donc, je veux apporter à votre attention le fait que la nature dans le cœur de la ville est aussi quelque chose d'attrayant pour les jeunes familles. Donc, c'est peut-être important pour vous d'entendre ce point de vue-là. Voilà. Merci en tout cas pour l'opportunité que vous nous offrez d'en parler. Bonsoir. Robert Legault. Je ne demeure pas encore au 24 rue Gagny parce qu'elle est en construction. Je suis un jeune vieux. Écoutez, pourquoi que je suis contre, puis ça fait 3 mois que je suis à Sutton, c'est qu'on a vendu notre maison à la Chine avec le même problème. C'est que j'avais une unifamiliale seule et monsieur est arrivé avec un projet de construction d'un 3 étages à côté sur mon unifamilial. Il a fallu que je me batte. J'ai été chanceux, j'ai vendu ma maison pareil. Puis j'ai dit, on s'en va à Sutton parce que ma fille demeure à Sutton. Ce qui arrive à la Chine, c'est que la minute qu'un 2 pieds carrés, c'est un bloc. Alors, c'est moi, pourquoi je suis contre? Parce que j'ai la même peur, que j'arrive ici avec le même sacrifice de problème. Puis, il va y avoir 2 pieds carrés, puis il va y avoir un 2 étages. Puis ça ne sera pas fini là. Il y en a un qui va arriver avec un 3 étages. Puis ce n'est pas fini là. Il y en a un qui va arriver avec un bloc d'appartement. C'est ce qui se produit à la Chine partout. Tout le monde se bat contre ça. Alors, c'est la raison pourquoi je suis contre. Merci. My name is Ann Dyer. I don't live in any of those zones or contiguous or anything else, but I'm a Sutton taxpayer. And I worked on the election, and I do not recall seeing anything about densification of Sutton in anyone's platform. Not a single independent, and now not the council. We have never heard anything about densification of Sutton. I would like to see what, first of all, I think that's a bit of a betrayal to the people who voted for you, because that word was never used. Also, I would like to see the data on which you're basing this. How many old people? How many young people? What do you know about the rents or the sale prices? Does this builder intend to be subsidized by the welfare department to guarantee his rents? It's not funny, okay? It isn't funny. Do you actually, I heard people ask about tax refunds. That's a serious question. You have now diminished the values of 50 properties. So maybe you should look at your upcoming budget. You cannot justify the tax rates if you do this to these people, okay? And what will your position be should Mr. Louis-Pierre Beauregard's project on 139, same situation, crowded, road too small, too many houses, too close to the river. Are you going to cave on that one if he reappears or if he sells it to someone? What's going to happen to that one? You've opened many Pandora's boxes here, and I don't see that you've given any decent answers. You describe this and justify a 3.5 meter road. That is not a project completely contained. That project is only on one side of that road. So that isn't a project within itself. So a 3.5 meter road, and I understand that the fire department is not happy. You didn't answer that question. Is the fire department happy? Have they expressed concerns? Now this is me as a taxpayer, a general Sutton taxpayer. I'm looking at our tax base going down. I'm looking at the town being held responsible for poor fire protection, the town being held responsible for unnecessary floods. You are building in the liberty zone of the river. You haven't answered these questions, and I think all these people deserve answers, as the rest of us. Excusez-moi de répondre en français parce que c'est un peu difficile, des choses techniques, de répondre en anglais, si ça ne vous dérange pas. Donc, okay, I will try to do it in English. Just forgive me for my poor English.
So I personally, and I think, okay, okay. Donc, je ne pense pas que ni moi personnellement, ni le comité consultatif d'urbanisme, ni le conseil municipal que vous avez contribué à faire élire, n'auraient jamais accepté ce projet si on avait eu le moindre doute que c'était en zone inondable. Comme c'est possible, c'est ça. Excusez-moi, est-ce que je peux juste finir ma réponse? Oui. Est-ce que je peux finir ma réponse? OK. L'étude n'est pas finie. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'appelle un règlement de contrôle intérimaire. Le règlement de contrôle intérimaire a été décidé justement suite au projet de M. Beauregard qui posait comme des questions, des questionnements sur l'endroit où était réellement ou pas la zone inondable. Donc c'est pour ça que la MRC, elle a décrété un corridor. Elle a utilisé ce qu'elle appelle la méthode du pinceau au large, c'est-à-dire en essayant d'y aller de la façon la plus conservatrice possible. Et elle a dessiné un corridor autour de la rivière. Et elle a dit, tant qu'on n'a pas fini notre étude, on ne va pas autoriser des projets à l'intérieur de ce corridor. Donc, sur la base des informations dont nous disposions, qui nous avaient été fournies par la MRC, il y avait 3 des bâtiments qui étaient complètement à l'extérieur du corridor du règlement de contrôle intérimaire, et que donc nous, on présume que c'est à l'extérieur de la zone inondable, mais il y a peut-être des informations que la MRC ou nous, on n'avait pas. Et après ça, il y a comme un bâtiment qui, lui, touchait, comme vous avez pu voir, dans la zone jaune, donc dans la zone de 20-100 ans, et ce bâtiment, il a été décidé qu'on n'émettrait aucun permis de construction. Donc, c'est sur la base de ces informations, comme je vous dis, des fois, on peut ne pas avoir toutes les informations, mais c'est sur la base de ces informations. En ce qui concerne la densification, il y a effectivement personne dans les personnes qui se sont fait élire aux dernières élections qui a parlé de densification. Par contre, ça fait personnellement à peu près 10 ans que je milite à travers tout le Québec pour quelque chose qui s'appelle le Smart Growth ou la croissance intelligente. Et la base même du Smart Growth, c'est de consolider à l'intérieur des noyaux développés pour être capable de protéger plus qu'est-ce qui se trouve à l'extérieur. Si on ne peut pas construire ni à l'intérieur ni à l'extérieur, ben, on construit nulle part. C'est aussi une option, là. On peut choisir aussi de faire ça, il n'y a pas de souci. Là. Mais quand vous dites qu'il n'y a personne qui a dit qu'on allait faire de la densification, il y a personne peut-être qui l'a dit, mais moi je revendique de défendre depuis 10 ans quelque chose qui s'appelle le Smart Growth et de consolider les noyaux urbains, ça fait partie du Smart Growth. Mais ça m'appartient personnellement, je ne veux pas engager les autres membres du conseil là-dedans. Là. C'est en tant que conseillère à l'urbanisme. C'est tout. Bonjour, moi mon nom c'est Marie Ferdet, je demeure sur la rue Cartier. J'ai un commentaire et une question. Avec tout ce qu'on entend, je me dis que peut-être qu'il y aura un petit processus de planification de la part de la ville à faire. Et parce que, dans le fond, les gens disent, bon, peut-être la densification, peut-être que oui, peut-être que non. Il y a une problématique de zone inondable. Mais il y a également un plan d'urbanisme qui est un processus en soi. Et on doit, j'imagine, le reviser bientôt. Alors, ça, c'est ma question. Parce que je me dis, c'est dangereux d'avoir un... Je ne me souviens plus trop comment vous dites le... Bon, c'est ça. C'est une façon de faire qui est délicate. Si à tout moment, des promoteurs qui ont des bonnes idées viennent vous voir, plutôt qu'on ait une réflexion globale sur notre ville au plan urbanistique, où est-ce qu'on voudrait voir vraiment
des zones avec multifamiliales, avec une densification, comment on peut le faire avec un processus de consultation en bonne et due forme, je me dis que ce serait peut-être un peu plus acceptable que d'avoir ce processus-là qui, à mon sens, est très délicat. Si un autre promoteur se pointe, il prend un autre terrain vacant, il dit « Regarde, vous avez accepté ça, pourquoi pas moi? » Je trouve ça délicat. Alors, ma question, c'est à quel moment que le plan d'urbanisme doit être revisé? Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, de toute façon, il n'y a pas rien question de réviser parce qu'il y a quelque chose qui est en cours devant la Cour. Par ailleurs, le plan d'urbanisme, ça peut être révisé à partir de 5 ans. Donc, il aurait pu être révisé quelques années auparavant. Et normalement, c'est au bout de 10 ans. Quand on fait un plan d'urbanisme, c'est quand même un processus qui est très lourd. Ici, à Sutton, ça a été particulièrement lourd. Donc, c'est sûr que de s'engager dans un processus comme ça, on ne le fait pas à toutes les 5 minutes. Là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça fait plusieurs années que ça aurait pu être fait. Puis ça peut être fait dans encore de nombreuses années. Et qu'en général, c'est à peu près fait aux 10 ans, un plan d'urbanisme. Deuxième intervention. Êtes-vous au courant, avez-vous une idée dans la zone inondable de combien que l'eau monte? Là, on parle d'étendue. Mais vous n'avez aucune idée, hein? Aucune. Chez nous, à partir du ruisseau qu'on a présentement, qui est à peu près au plus bas, au printemps, ça monte de 8 pieds. C'est beaucoup, là. Et si ça monte de 8 pieds, et puis en part de ça qu'il y ait un embarque à quelque part, tout le reste est inondé. On l'a vécu, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 6 ans. Par de ça, référendum. Petite question, qui va payer pour le référendum, si on s'en va en référendum? Le promoteur? Non? Qui? La municipalité, c'est moi, ça. Ça, c'est moi, ça. Hein? Ah oui, c'est moi qui va payer, là. Tout le monde ici, là. Ah oui. Oui, oui, Pierre. OK, fait que juste une réponse en 2 parties. La première partie, c'est que dans l'état actuel des règlements, il aurait été tout à fait possible que des gens se construisent des maisons unifamiliales détachées, tout aussi susceptibles d'être inondées, au même endroit, et vous ne seriez pas là pour en discuter parce qu'il n'y aurait pas eu aucune dérogation au règlement de zonage et que de toute façon... Excusez-moi, je veux juste... Non, non. Ce que je veux dire, c'est que si on parle d'inondation, inondation pour inondation, une maison aurait pu être construite au même endroit sans qu'il y ait aucune dérogation à aucun règlement et elle aurait été aussi susceptible d'être inondée. Ça, c'était la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est qu'un référendum, ça coûte effectivement assez cher. C'est pour ça que le processus légal, ça passe par une étape préliminaire qui s'appelle un registre. Le registre, ça coûte beaucoup moins cher que le référendum. Ça permet à tous les citoyens de s'exprimer de façon démocratique. Et en règle générale, dans la plupart des municipalités, quand il y a un nombre de signatures suffisantes au registre, le projet s'arrête à cet endroit-là. Voilà. Bonsoir, Madame, Monsieur. Mon nom est Régent Forget et je demeure aussi sur la rue Cartier. Ben du monde, ça, rue Cartier, hein? Puis, non, j'ai pas de bloc, mais je peux en bâtir un, par exemple, parce que j'ai un terrain. Alors, si ces gens-là qui ont fait la demande de machin chouette pour bâtir, ça doit être aussi bon pour moi, si c'est bon pour eux autres. Alors, moi, je peux planter un bloc d'en face de mes voisins, en avant de lui, en avant de lui, en avant d'elle, j'en ai en arrière, puis je vais tout bloquer le vue. Puis ils vont envoyer ça d'en face, bien d'aplomb. Large, gros, haut. Ils veulent l'avoir haut, il va être haut, puis il est bien placé. J'ai une vue effrayante. Comprenez-vous? On n'en veut pas de ça. On n'en veut pas de ça. Mais là, vous...
Mais là, vous amenez des familles à Sutton. Je ne vous blâme pas. Mais vous n'avez pas une bâtisse grise en quelque part. C'est tout placardé, qui traîne en quelque part. Là. Vous pourriez... Filtex, machin chouette? Bon, ancienne Filtex. Vous pourriez peut-être démolir ça. Puis votre machin chouette promoteur, il pourrait bâtir ces beaux quadruplex là-dedans. Il pourrait mettre des gens là-dedans. Vous pourriez avoir de la place de stationnement. Vous auriez tout pour eux autres, puis ils seraient corés dans le village. Alors, vous auriez de la place, du stationnement, parce qu'imaginez-vous dans la rue que vous voulez faire, là, 9 mètres, 8 mètres, 9 mètres, là. 3,5 mètres, là, la rue de largeur, 4 quadruplex de même, là, ça tire facile 32 chars. Parce que des familles, ils travaillent toutes, ils ont chacun un char, parce qu'un travaille là-bas, l'autre travaille là-bas, ils ont chacun une auto. Puis là, la fin de semaine, la visite, le beau-frère, la belle-sœur vient, tu vas avoir 50 chars là-dedans. Qui vont tourner dans ce petit tourbillon-là. Pensez à ça 2 minutes, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Alors, si vous avez une bâtisse, là, grise, là, vous ne savez pas quoi faire avec, là, ça fait une belle place. Merci. Mon nom est Pierre Guillemette, je suis du 3 rue Bromont à Sutton. Mon intervention se situe plus un petit peu au niveau historique de la chose. Il y a des années, il y a quelqu'un qui l'a mentionné, ce croissant-là, c'était des semi-détachés. Si on avait gardé ce zonage agricole-là qu'on avait pris au départ, qui était correct, qui fitait dans le design du développement à cette époque-là, on aurait aujourd'hui probablement 12 habitations raisonnables qui seraient probablement louées à des jeunes familles ou des choses comme ça, ou vendues à des jeunes familles. On avait le développement cœur du village qui, au départ, c'était des terrains de 12 000 pieds carrés. On a changé le zonage parce que ça ne se vendait pas. On a fait des grands terrains. C'est correct. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas revenir en arrière là-dessus et dire, bien, c'était des terrains qui étaient, au départ, supposés être 12 000 pieds carrés. Mais là où je demande à la Ville d'être un peu plus clairvoyante, c'est de penser à long terme et d'arrêter de changer les zonages une fois qu'ils sont faits. Si vous partez un projet de développement, assurez-vous qu'au départ, la densification est bonne, qu'il y a une multitude de possibilités dans un coin, dans un lot ou diversifier. Mais il faudrait, au fil du temps, arrêter de changer les zonages parce qu'il y a des gens qui prennent des décisions là-dessus. Alors, qu'on en fasse des nouveaux projets, j'ai rien contre l'activité économique, ça n'en prend, c'est bon pour la Ville, tout aussi. Mais encore faut-il que ce soit fait avec une vision d'ensemble pour l'avenir, puis même si les conseils municipaux changent, bien qu'on ait doté la Ville d'un plan qui se tient et qui ne sera pas changé à chaque coup de vent qui se passe. Linda Miro, 45 des Bouleaux. Je me demandais quel serait le jour du Régis? Un jour de semaine ou un jour de fin de semaine? Alors, vous ne savez pas, ça serait... Parfait, merci. Listen to all of this. I know a family, a young family, who may be forced to move out of the village next summer because they can't find affordable lodging. Yes, there are apartments for rent, but they're not in the range of young families. Now, perhaps someone on the council could correct me on this, but 2 or 3 years ago I heard that we had already lost 100 families to Cowansville. And if we lose our school, that is one nail in the coffin of Sutton. And as far as densification is concerned,
I like a lot of space. I'll say that. But we are in the 21st century, and ladies and gentlemen, the population is expanding whether we like it or not. And if we lose young families, we'll be a ghetto for people like me. And I think that a lot of you who are beginning your retirements should think down the road 10, 20, 30 years when you don't want to move from Sutton, but you can't find a nice apartment to live in that you can afford. So, you know, there's a lot of NIMBY going on in here. Not in my backyard, pas dans mon cour. And I stand to lose, too, if this goes ahead. And I'm not saying I'm in favor of this project because I do believe that it is in a flood zone, regardless of what the experts think. I've been here since, I've been in the development since 1990, and I did see one flood. It was because of a blocked culvert. And that did do some damage. We were very lucky. And, you know, there are all sorts of objections. Are we a child-hating society? Oh, there'll be too many noisy kids. Well, you could have a big family move in next door to you in a multi-family, in a single-family house, and they could be a royal pain. And it's not just kids. There are adults who can really make life miserable for their neighbors. So, you know, please think long and hard about this. I tend to agree that this is not the place for this density, and also I would like to know if there are other zones for multifamily developments. And I don't like to see a cluster of apartments. That's a ghetto to me. I like to see them interspersed in with duplexes and single-family homes. As far as the Philtex, it's right next to a railway. That's really great for the kids, eh? Thank you. That's a big responsibility on my shoulders. My name is Jane Patrick, and I'm up here because I don't live on Cartier. I live at number 8 Gagné. And if we do have these apartments, they will be right in my backyard. I moved to Sutton 10 years ago to retire in a place where I could live in space and still be able to go to the bank and the grocery store and walk there. I have a beautiful property right on the river, and that's exactly what I wanted. And I feel very afraid these days that my dream is going to be broken by this new construction. I'm sorry I don't worry about the future of other people anymore. It's too late for that. I'm just worried about my own. And I just had my 83rd birthday, and I just would like to spend the next 10 years in peace. Thank you. J'essaie de conclure d'une façon tout à fait brève en disant, je pense qu'avec les interventions qu'on a eues, on vous a compris, on va regarder ces choses-là et surtout que vous soyez assurés que tout le processus démocratique qu'on vous a expliqué brièvement va s'appliquer. À savoir, quelle que soit la décision que le projet prendra par rapport au conseil municipal, il y aura registre, si vous signez, vous aurez le droit et l'intérêt d'utiliser le registre si, dépendant de l'état du dossier tel qu'il vous sera présenté très clairement. Je vous remercie beaucoup de votre participation et ceux qui veulent demeurer, le conseil municipal régulier va débuter dans quelques minutes. Merci beaucoup.